Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, l'esprit économique. Collection, l'esprit économique. Fondée par Sophie Boutillier et Dimitri Usunidis en 1996, dirigée par Sophie Boutillier, Blandine Laperche, Dimitri Usunidis. Si l'apparence des choses se confondait avec leur réalité, toute réflexion, toute science, toute recherche serait superflue. La collection L'esprit économique soulève le débat, texte et images à l'appui, sur la face cachée économique des faits sociaux. Rapports de pouvoir, de production et d'échange, innovations organisationnelles, technologiques et financières, espaces globaux et microéconomiques de valorisation et de profit, pensée critique et novatrice sur le monde en mouvement. Ces ouvrages s'adressent aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs en sciences économiques, politiques, sociales, juridiques et de gestion, ainsi qu'aux experts d'entreprise et d'administration des institutions. La collection est divisée en 6 séries. Dans la série Économie et innovation sont publiés des ouvrages d'économie industrielle, financière et du travail, et de sociologie économique qui mettent l'accent sur les transformations économiques et sociales suite à l'introduction de nouvelles techniques et méthodes de production. L'innovation se confond avec la nouveauté marchande, et touche le cœur même des rapports sociaux et de leurs représentations institutionnelles. La série Économie formelle a pour objectif de promouvoir l'analyse des faits économiques contemporains, en s'appuyant sur les approches critiques de l'économie telle qu'elle est enseignée et normalisée mondialement. Elle comprend des livres qui s'interrogent sur les choix des acteurs économiques, dans une perspective macroéconomique, historique et prospective. Dans la série Le Monde en question sont publiés des ouvrages d'économie politique, traitant des problèmes internationaux. Les économies nationales, le développement, les espaces élargis, ainsi que l'étude des ressorts fondamentaux de l'économie mondiale sont les sujets de prédilection dans le choix des publications. La série Crisis a été créée pour faciliter la lecture historique des problèmes économiques et sociaux d'aujourd'hui, liés aux métamorphoses de l'organisation industrielle et du travail. Elle comprend la réédition d'ouvrages anciens, de compilations de textes autour des mêmes questions et des ouvrages d'histoire de la pensée et des faits économiques. La série Clichés a été créée pour fixer les impressions du monde économique. Les ouvrages contiennent photos et textes pour faire ressortir les caractéristiques d'une situation donnée. Le premier thème directeur est « Mémoire et actualité du travail et de l'industrie », le second, Histoire et impact économique et sociaux des innovations. La série cours principaux comprend des ouvrages simples, fondamentaux et ou spécialisés qui s'adressent aux étudiants en licence et en master en économie, sociologie, droit et gestion. Son principe de base est l'application du vieil adage chinois « Le plus long voyage commence par le premier pas ». Dédicace à la mémoire de Margarita Stefanovna Kudryavtseva, 1936 à 2016, professeure de sociologie à l'Université d'État Lomonosov de Moscou. Avant-propos. Derrière une politique de cluster, il n'y a pas seulement un modèle, des politiciens et des cadres de la fonction publique. Il y a aussi tout un écosystème sectoriel et ou territorial qui réagit à cette politique d'innovation, se l'approprie et la valorise. Parfois, celui-ci la rejette ou lui est autant qu'il le peut indifférent. Dans tous les cas, les potentielles trajectoires de cet écosystème sont multiples. Ce type d'approche évolutionniste a été privilégié par les chercheurs en sciences sociales depuis les années 1980, pour comprendre pourquoi certains territoires résistaient mieux aux crises systémiques. En effet, depuis ces années, les dynamiques croissantes de globalisation ont complexifié les flux d'informations, de connaissances, de marchandises, de personnes, de capitaux, augmenté la diversité des chocs et crises systémiques, favorisé des reconversions industrielles, voire renforcé l'entropie de certains territoires. Dans ce contexte, les économistes ont été contraints de fortement nuancer l'universalité de certains modèles organisationnels de développement dans le temps. Paradoxalement, de nombreux modèles, sous-entendant un principe d'universalité, continuent d'être précisés et sont repris dans de nombreux pays du globe. Le concept de cluster, de l'économiste américain Michael Porter en est un exemple. Cet engouement pour l'approche porterienne est à expliquer par la relative souplesse que le concept autorise. En effet,
les décideurs publics nationaux comme régionaux cherchant à moderniser et ou renforcer des atouts productifs localisés se sont appropriés le modèle. Cette logique d'appropriation a décuplé les variables du modèle originel. De fait, l'observation et l'appréciation des effets du modèle sur le développement territorial ont elles aussi été diverses selon les acteurs locaux concernés. La question de l'appropriation d'un modèle organisationnel n'est pas nouvelle. Les chercheurs en sciences sociales remettent en cause traditionnellement soit la justesse du modèle, soit le faible potentiel de greffe sur les territoires concernés. Pourtant, la démarche scientifique a évolué. L'adéquation, voire la congruence du modèle n'est plus au centre des débats, c'est la capacité des acteurs locaux à s'y adapter, c'est-à-dire à apprendre à se l'approprier pour augmenter la résilience de leur territoire dans le temps. Dans cette perspective, la souplesse du modèle encourage indirectement les acteurs à se l'approprier et à le valoriser. Mobilisant des concepts tels les milieux innovateurs, la gouvernance locale, les proximités territoriales, l'héritage socio-territorial, etc., les économistes cherchent alors à comprendre quels sont les mécanismes qui optimisent cet apprentissage. De nouvelles questions émergent, de nouvelles analyses tentent à prendre de l'importance, de nouveaux concepts viennent enrichir les précédents. Derrière la politique de cluster russe, il n'y a pas seulement un concept emprunté aux Américains, une verticalité du pouvoir poutinien et des fonctionnaires s'efforçant d'appliquer les directives de Moscou. Il y a aussi tout un écosystème d'acteurs qui cherchent à se coordonner pour valoriser des atouts productifs localisés. Ce livre, prenant appui sur le travail de thèse de doctorat de l'auteur, part du principe que la compétitivité d'un territoire se renforce une fois que les intérêts et les logiques d'action d'une pluralité d'acteurs répartis sur différentes échelles territoriales se rejoignent. Les décideurs publics russes nationaux comme régionaux ne l'ignorent pas, nombreux sont les acteurs étatiques, délégations régionales, fonctionnaires scientifiques, qui ont visité des clusters étrangers, américains, français, allemands, japonais, chinois, et connaissent bien le rôle clé des effets d'agglomération et de la gouvernance locale pour encourager l'innovation. Pourtant, à la lumière de cet essai, l'analyse des efforts des acteurs de la gouvernance locale pour faire aboutir des projets collectifs en Russie, et plus particulièrement ici, celui donnant forme à un cluster, montre que réunir l'ensemble des acteurs de la gouvernance locale n'est pas suffisant pour voir un territoire renforcer ses capacités de résilience. Ce travail d'analyse minutieux revient sur les difficultés que rencontre l'ensemble des acteurs de la gouvernance territoriale russe pour valoriser la pluralité d'atouts productifs acquis pendant la période soviétique. Il permet par ailleurs de saisir toute la complexité du développement territorial post-soviétique dans un contexte de globalisation croissante et préciser le rôle des politiques territoriales d'innovation, menées depuis les années 1990 en Russie, dans la modernisation de l'appareil productif national. Ce livre est loin d'être le fruit d'une trajectoire individuelle. En effet, de nombreuses personnes ont eu un rôle à part entière pour co-constituer la partie non visible de l'iceberg qu'est l'ensemble de mon travail de recherche. Ici mes remerciements les plus chaleureux vont à mon directeur de thèse, Dimitri Usunidis, à ma directrice de dissertation, diplôme russe de candidat, Marina Mikhailovna Mchedlova, à Maria-Louisa Bonac pour les nombreuses relectures et conseils en traduction, à Vladimir Ivanovitch pour son soutien matériel et financier. Par ailleurs, je ne peux oublier d'exprimer ma gratitude envers les personnes ayant composé mon jury de thèse qui ont su m'encourager à achever cet ouvrage. Blandine Laperche, Nadine Levrato, Jean-Alain Hérault et Pascal Petit. Mon stage de recherche en Sibérie occidentale s'est concrétisé grâce aux efforts de coordination de Michel Debrenne, Université d'État de Novosibirsk, et d'Elena Vladimirovna Kondrasieva, Institut d'économie de la division sibérienne de l'Académie des sciences de Russie. Je leur suis très reconnaissant. Mes nombreux allers et retours en Russie n'auraient pas été possibles sans le soutien administratif du Centre d'études franco-russes à Moscou, dont je remercie l'engagement pour aider les jeunes chercheurs en sciences sociales. Enfin, je suis très heureux qu'Olga Garanina, professeure associée d'économie à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, ait accepté d'écrire la préface de ce livre. Guilhem Ackerman. Préface. Cet ouvrage nous fait découvrir une autre Russie que celle dont on parle habituellement.
l'auteur s'est efforcé d'analyser la complexité des processus de modernisation et d'innovation à l'œuvre au travers de l'étude de cas des deux villes sibériennes, Tomsk et Novosibirsk. Ces villes ont hérité de la période soviétique un vaste potentiel de recherche et développement. L'objectif est donc d'assurer une renaissance des industries innovantes. Dans la Russie actuelle, ces ambitions de modernisation sont soutenues par une stabilisation macroéconomique. Le thème du livre nous rappelle que le poids de la Russie sur la scène économique internationale n'est pas dû uniquement à son importance géopolitique, ni à ses richesses pétrolières et gazières. En effet, ces dernières donnent naissance à de nombreuses coopérations et interdépendances bilatérales et multilatérales. De fait, la Russie détient un fort potentiel technologique. Il lui est nécessaire de trouver un nouveau modèle de gouvernance pour ses industries innovantes. Malgré les sanctions économiques et les tensions géopolitiques, la Russie figure parmi les principaux récepteurs du capital. Elle joue aussi un rôle significatif comme pays détenant un capital productif international, qui résulte principalement de ses investissements dans le secteur de l'énergie. Son potentiel technologique se révèle par ses performances dans le secteur militaro-industriel, dans l'industrie aérospatiale, mais aussi dans les technologies d'information et de communication. Ces dernières sont d'ailleurs représentatives d'une industrie nouvelle dans laquelle la Russie a réussi à développer des avantages concurrentiels pour renforcer son insertion dans le commerce international après la chute de l'Union soviétique. L'objectif premier de cet ouvrage était de comprendre le modèle de gouvernance des industries innovantes qui prend forme dans les provinces russes. Pour y arriver, l'auteur a mobilisé une approche institutionnelle évolutionniste. En effet, tout constat rapide sur la compétitivité de l'économie russe est à nuancer. Concernant ces territoires, la Russie est un pays extrêmement hétérogène, aussi bien en termes de géographie qu'en termes de développement économique, mais aussi de composition de ses structures productives. En outre, le pays offre un vaste éventail d'héritages socio-culturels et religieux. Cette hétérogénéité, à la fois en termes des structures productives et de cultures et traditions variées, est localisée sur un territoire géographique immense. Cela implique des contraintes d'infrastructures pesant sur le dynamisme économique et pose la question de la cohérence d'ensemble du projet de gouvernance du développement national. En Russie, les objectifs relatifs au développement des territoires sont traditionnellement coordonnés dans un cadre de relations centralisées. En effet, un État central fort est une variable fondamentale dans l'histoire russe. Elle semble trouver une acceptation auprès d'une majorité de la population. Déjà à l'époque tsariste, des dynamiques verticales étaient dominantes. Il suffit de rappeler que le système parlementaire n'a existé en Russie que durant la période 1905 à 1917. Par la suite, durant la période soviétique, la coordination centralisée des mécanismes économiques a permis une industrialisation rapide traduisant une économie de rattrapage. De fait, une tradition de démocratie participative et inclusive n'est quasiment pas perceptible dans l'histoire russe avant la transition des années 1990. Les réformes économiques des années 1990 se sont traduites par un processus de désindustrialisation sur fond de crise transitionnelle. La baisse brutale des revenus de la population a donné naissance à des stratégies de survie individuelle de la part d'une population atomisée, n'ayant qu'une propension relativement faible à se solidariser autour d'un objectif commun. En effet, la décennie 1990, dite des années enragées, reste profondément marquée par une lutte d'acteurs individuels pour leur survie économique au sein d'un cadre institutionnel formel en construction. Elle a produit une constellation complexe d'intérêts de rente économique, consolidant un pouvoir politique et variable d'une région à l'autre. De fait, durant cette période, l'économie est restée enracinée dans un contexte institutionnel où la propagation de règles informelles fut favorisée par des lacunes et des défaillances des règles formelles. L'État central revient en force dès le début des années 2000. La restauration de la verticale du pouvoir est alors soutenue par une stabilisation macroéconomique basée sur le rebond des prix pétroliers. L'État a alors comme priorité de soutenir l'innovation des entreprises. Cette ambition devient le leitmotiv au tournant des années 2010,
dont le symbole fut le centre de recherche et développement de Skolkovo à Moscou, appelé à devenir la Silicon Valley russe. Le lancement du programme pour la création des clusters territoriaux d'innovation dans les différentes régions s'inscrit dans la continuité de cette nouvelle dynamique. Initié par Moscou, ces programmes de développement des clusters territoriaux d'innovation encouragent les acteurs régionaux à participer à la définition des priorités sectorielles, ainsi qu'à la mise en place de dynamiques explicitement inclusives à l'échelle locale. Or, l'auteur montre que la rigidité des constellations des intérêts économiques et politiques des acteurs régionaux fait encourir à ces clusters le risque de devenir des coquilles vides. L'auteur s'est fixé comme objectif dans cet ouvrage d'analyser les dynamiques du développement des territoires russes par le biais de la politique des clusters territoriaux d'innovation. L'étude de cas des clusters de Novosibirsk et Tomsk en Sibérie occidentale lui offre un lieu d'enquête particulièrement riche. Le premier chapitre s'interroge sur les concepts mobilisés derrière le terme de territoire. Il retrace une analyse fouillée des tentatives de clusterisation du territoire russe et éclaire le lecteur sur la décision de l'État russe d'implanter des clusters territoriaux d'innovation sur l'ensemble de son territoire. Le deuxième chapitre décrit la trajectoire de deux régions sibériennes, Tomsk et Novosibirsk. L'accent est mis sur le décalage entre les résultats escomptés et le mode réel de fonctionnement des clusters. Enfin, le troisième chapitre tire des conclusions concernant l'efficacité des clusters territoriaux d'innovation dans la modernisation de l'économie russe. En fournissant à son lecteur une analyse minutieusement renseignée, l'auteur a choisi d'insister sur trois dimensions. La première dimension propose de conceptualiser un cluster territorial d'innovation sous l'angle d'une approche évolutionniste. La seconde cherche à retracer les initiatives de développement régional en Russie du point de vue des institutions formelles. Enfin, une troisième dimension qui n'en reste pas moins importante fait découvrir au lecteur l'ampleur des régulations informelles contraignant in fine l'émergence d'innovations à l'échelle d'un territoire. De fait, ce livre s'efforce de faire le lien entre dynamique de développement par le haut et impulsion locale en Russie pour montrer où se situe le point d'équilibre dans un contexte institutionnel en pleine mutation. Olga Garanina. L'affinité est une notion utilisée en chimie. Elle signifie une parenté chimique. Certaines substances chimiques sont capables de se combiner avec d'autres substances chimiques. On peut aussi utiliser cette notion au sens figuré dans l'économie politique. Des formes de propriétés déterminées sont capables de se combiner avec des mécanismes de coordination déterminés. On observe également un phénomène opposé. Certaines formes de propriétés ne peuvent pas d'une manière naturelle, sans effort, s'associer à certains mécanismes de coordination. Cornet, 1992, page 529. Introduction. Qu'entend-on par territoire? Où commence et s'arrête un territoire? Pourquoi parler de territoire d'innovation? Le flou autour du terme de territoire est justifié. Employé tous azimuts par une diversité d'acteurs, universitaires, décideurs publics, associations, etc., depuis plus d'une décennie, le terme de territoire requiert ici quelques précisions. Dans cet essai, le territoire n'est pas synonyme de région, localité, etc. Il est appréhendé comme un ensemble d'acteurs, entreprises, universités, administrations étatiques, banques, associations, etc. relativement proches géographiquement qui par leurs interactions observent une organisation particulière tendant à ancrer des savoir-faire, des normes, des valeurs, etc. dans un cadre spatio-temporel évolutif. S'inspirant de l'approche systémique, cette définition sous-entend des frontières territoriales évoluant selon la nature et la multiplicité des interactions internes et externes et plus seulement en fonction de décisions administratives des instances étatiques. De fait, les acteurs composant un territoire ne sont ni des électrons libres, ni des entités complètement malléables. Ils cherchent en priorité à comprendre les dynamiques évolutives de leur environnement intra- et extraterritorial, pour anticiper une multiplicité et une diversité de crises systémiques, telles des crises économiques, mais aussi des crises sociales, politiques, environnementales, etc. Pour cela, certains acteurs locaux peuvent chercher une protection contre ces crises à l'échelle supérieure, territoire étatique,
d'autres peuvent prendre les devants en développant des stratégies pour s'organiser collectivement et renforcer l'ancrage de savoir-faire, procédés, produits et services locaux, etc. Ces choix sont étroitement liés aux dynamiques institutionnelles locales. Un territoire compétitif ou ici un territoire d'innovation est un territoire couplant des dispositifs étatiques mis en place à l'échelle nationale avec des stratégies collectives locales pour favoriser l'émergence et ou le renforcement d'atouts productifs locaux. Ces derniers prenant différentes formes, spécificités organisationnelles d'une entreprise à l'origine d'effets d'entraînement régionaux, spécificités sectorielles de plusieurs entreprises localisées à proximité géographique les unes des autres, etc., contribuent, en première instance, à la constitution d'un maillage institutionnel local capable d'amortir les chocs systémiques. En effet, c'est en fluidifiant l'information véhiculée à l'échelle du territoire local, en permettant d'appréhender collectivement l'origine des crises systémiques, mais aussi, en générant, immédiatement par la suite, des stratégies collectives, soit un ensemble de stratégies individuelles coordonnées pour répondre, sur différentes échelles territoriales, à des problèmes collectifs que les acteurs locaux peuvent s'adapter aux dynamiques schumpeteriennes de L'. Innovation, mettre au point de nouveaux projets collectifs, favoriser le décloisonnement sectoriel pour innover, etc. De fait, ce maillage territorial se révèle ici particulièrement important pour soutenir les acteurs locaux dans leurs efforts d'adaptation aux crises systémiques, mais aussi stratégique pour pouvoir anticiper l'intensité des chocs systémiques et renforcer la compétitivité des organisations, entreprises, universités, instituts de recherche, etc., locales. Dans les années 1980, force fut de constater que le territoire ne pouvait plus être considéré comme un réceptacle passif évoluant en fonction de décisions extralocales. Que cela soit dans des économies de marché ou des économies centralement planifiées, le constat demeurait le même. Dans le premier cas, l'implantation et les stratégies de nombreuses et diverses grandes entreprises peinaient à rendre compétitifs des territoires requérant, dans un contexte de globalisation croissante, de plus en plus de flexibilité productive. Dans le second cas, la complexité des flux productifs liés à la réalisation d'objectifs planifiés, eux-mêmes de plus en plus divers dans le temps, rendait les décisions des organes centraux de planification en matière de développement territorial de plus en plus difficiles à appliquer. Partant de cette observation, les économistes intéressés par ce phénomène se sont rendus à l'évidence: certains territoires sont plus avantagés que d'autres. En effet, certains territoires ont un passé industriel particulièrement riche, un système organisationnel spécifique, des entreprises très compétitives, des universités reconnues, etc. De plus, en mobilisant une approche évolutionniste, les économistes ont aussi mis en lumière un autre aspect du problème. Certains territoires étant considérés comme peu, voire non avantagés, c'est-à-dire n'ayant pas d'entité productive performante formalisée comme telle, ont mis en lumière des trajectoires évolutives a priori étonnantes. En effet, dans les économies de marché, ces territoires s'avéraient particulièrement habiles à s'adapter aux crises systémiques de plus en plus aléatoires et fortes depuis les années 1980. Parallèlement, certains territoires localisant des atouts productifs significatifs, entreprises compétitives, universités rattachées à des centres de recherche, etc., n'ont pas toujours pu s'adapter aux diverses crises systémiques de leur environnement économique et ont entériné une trajectoire d'entropie. De même, dans les années 1980, certains territoires des économies centralement planifiées localisant une pluralité d'atouts productifs n'ont pas pu atteindre les objectifs des organes de planification quand d'autres, moins avantagés à première vue, ont pu valoriser une diversité d'externalités leur permettant de dépasser les objectifs planifiés. Avec la transition économique des années 1990 dans les territoires des économies centralement planifiées, l'ensemble des territoires fut et demeure encore aujourd'hui confronté directement aux crises systémiques liées aux dynamiques de globalisation croissante. Dès lors, la question qui se posait à partir des années 1980 était double. Il s'agissait de comprendre pourquoi certains territoires n'ayant pas à première vue un potentiel de développement clairement identifié avaient pu acquérir des atouts productifs et les valoriser plus vite que d'autres, et pourquoi certains territoires considérés comme pouvant facilement renforcer leur compétitivité du fait de leurs atouts productifs locaux n'avaient pas pu s'adapter durablement face à la multiplicité des crises systémiques.
L'objectif de cet essai n'est pas de créer une typologie des territoires les plus performants pour inciter les décideurs publics des territoires à les copier, mais plutôt d'observer comment les mécanismes mis en place par les décideurs publics sont appréhendés et appropriés par les acteurs du local, pour créer des dynamiques de long terme à l'origine de l'émergence d'atouts productifs localisés. Face à un objet d'étude décrivant une grande complexité des interactions évolutives entre une pluralité d'acteurs territoriaux, il a été choisi dans cet ouvrage de privilégier une approche systémique. Partant du fait que les acteurs d'un territoire s'organisent pour améliorer leur capacité à résister aux externalités négatives d'un environnement extraterritorial en constante mutation, c'est le territoire qui est appréhendé comme un système. L'organisation de ce système territorial est à recontextualiser dans une trajectoire socio-historique qu'il s'agit de comprendre. De même, la trajectoire socio-historique est à réanalyser dans un contexte organisationnel spécifique au lieu. Cette précaution méthodologique a ici pour but de limiter l'entrée massive du biologique comme facteur moteur de l'évolution historique. Doss, 1987, page 198. En effet, il s'agit de ne pas privilégier un invariant à partir duquel modification, transformation deviennent insignifiantes, Ibid, page 199. Ainsi, ce livre s'inscrit dans une perspective évolutionniste où le territoire est pensé autant comme un frein que comme un accélérateur des différentes impulsions générées par les différents acteurs locaux. Car le territoire, compris comme système de représentation sociale, influence ses acteurs comme ses acteurs l'influencent, Moine 2007. Parfois les acteurs influencent sa trajectoire de façon significative, jusqu'à initier des phénomènes de bifurcation systémique. Quelquefois, la reconnaissance de dynamiques d'inertie institutionnelle sous-entend que le territoire influence de façon significative ses acteurs. Ces différentes phases de construction territoriale, aléatoires et variables dans le temps, sont partie intégrante de ce que les chercheurs en sciences sociales nomment la gouvernance. De fait, le sujet de la gouvernance locale devient central dans les chemins de développement opérés par les territoires. En effet, la gouvernance locale se caractérise par l'ensemble des décisions collectives prises par des acteurs privés et publics dans le but, plus ou moins explicite, d'assurer le développement local. Rolfo 2008, page 189. Par ailleurs, les territoires ne se construisent plus uniquement de l'extérieur, ni uniquement par rapport à l'extérieur. Ils évoluent une fois que les acteurs du local réagissent, interagissent, se coordonnent pour résoudre des problèmes communs face aux changements, endogènes et exogènes de leur environnement systémique. Thor et Beret, 2012. Suivant les dynamiques de gouvernance à l'œuvre, certains territoires vont résoudre, ou apprendre à résoudre, leurs problèmes plus rapidement que d'autres. Cette architecture territoriale n'est pas fortuite. Elle est le système qui donne au territoire sa spécificité et par extension ses prédispositions à s'adapter plus ou moins facilement. En choisissant de traiter le sujet de l'organisation des territoires de Russie dans une perspective évolutionniste, cet ouvrage se veut ambitieux. D'une part, les travaux autour de ce sujet ont été plus ou moins abandonnés par les économistes soviétiques une fois le processus d'implosion de l'URSS initié. D'autre part, le phénomène de transition économique à l'œuvre dans le pays dans les années 1990 a marginalisé l'étude des transformations des territoires pour se concentrer sur l'aspect organisationnel du changement systémique, sous-estimant les multiples formes de la résilience des territoires. Si quelques chercheurs se sont efforcés de décrire et caractériser les trajectoires évolutives de certains territoires des espaces post-soviétiques, il s'agit ici d'aller plus loin dans la réflexion. En effet, en recontextualisant le territoire comme un système en constante transition, la transition économique des années 1990 en Russie, bien que particulièrement significative dans le cas russe, peut être appréhendée à l'échelle des territoires comme un phénomène transitionnel supplémentaire. De fait, dans cet essai, le point d'entrée de l'analyse n'est pas la transition économique, mais le territoire en tant que système d'acteurs constamment contraint à se transformer pour diminuer l'intensité des crises endogènes et exogènes, voire hybrides, liées à l'environnement systémique. De ces efforts réalisés par les acteurs locaux, des traces du passé s'accumulent et façonnent l'organisation territoriale dans sa mutation. En cherchant à comprendre comment les acteurs du local puisent dans leur passé, il ne s'agit pas d'y voir seulement des résistances aux nouvelles configurations économiques et sociales, phénomène de dépendance de sentiers,
mais aussi de véritables stratégies individuelles ou collectives pour anticiper les conséquences néfastes des crises systémiques. Dans ce contexte, les actions des acteurs territoriaux ne sont pas forcément les conséquences de stratégies réactives, elles peuvent être aussi celles de stratégies proactives. Les premières sont la réponse non coordonnée des acteurs territoriaux locaux aux transformations territoriales, alors que les secondes sont des stratégies collectives englobant une majorité d'acteurs territoriaux participant conjointement à la réorganisation des dynamiques territoriales, pouvant forger de nouvelles compétences et nouvelles ressources territorialisées. Gallego-Bono et Lamante, 2008. Dès lors, ici ce ne sont pas les atouts productifs qui accroissent la compétitivité des territoires, mais l'organisation de ces atouts productifs pour les renforcer ou en créer de nouveaux de façon continue qui donne au territoire son caractère compétitif. Ainsi, en s'intéressant à l'évolution des territoires en Russie, cet ouvrage met en lumière l'aspect central des dynamiques de gouvernance autant dans la résilience que dans le renforcement de la compétitivité des territoires. De plus, par la spécificité du cas russe, activité étatique et quasi omniprésente dans les années 1980, transition systémique et retrait massif de l'activité étatique dans les années 1990, réintroduction partielle et aléatoire de l'activité étatique dans les années 2000, etc. Les acteurs de la gouvernance locale demeurent partagés sur les stratégies à choisir et adapter pour anticiper les crises systémiques. En effet, les nombreux processus des essais-erreurs des territoires post-soviétiques, favorisant l'émergence de dynamiques d'apprentissage localisées, peuvent, une fois recontextualisés, rappeler l'importance de ne pas sous-estimer le rôle des externalités territoriales évolutives dans la réorganisation des dynamiques locales. Par externalité territoriale, il s'agit ici de ne pas conceptualiser une frontière entre les bonnes et les mauvaises externalités du territoire, mais de les présenter comme partie intégrante du système territorial local et pouvant être distinguées puis valorisées par les acteurs territoriaux eux-mêmes. Devant la multiplicité des territoires d'innovation, de Russie, le choix de recentrer le sujet autour des territoires de Sibérie occidentale n'est pas insolite. En effet, le développement industriel de ces territoires n'est pas linéaire. La Seconde Guerre mondiale a joué indirectement un rôle catalyseur, bien plus important que dans d'autres régions, du développement territorial local. L'étude de ces territoires devient donc particulièrement intéressante pour appréhender, sous l'influence d'événements et ou de décisions exogènes, les processus de constitution, de renforcement et de valorisation d'un potentiel de ressources territorialisées. Considéré aujourd'hui par le gouvernement russe comme relativement riche et diversifié, le réservoir de connaissances accumulées, localisé dans les territoires de Sibérie occidentale, peut-il être valorisé par le biais d'une gouvernance locale, elle-même soutenue et orientée par une politique de développement territorial ciblée qui porte, stimule, renforce les projets d'innovation des acteurs locaux? À la fois appréhendée comme une externalité territoriale, pesant sur les capacités de résilience du territoire et offrant diverses spécificités organisationnelles locales susceptibles d'être valorisées, le réservoir de connaissances accumulées dans le temps divise les acteurs de la gouvernance locale. Selon le milieu social auquel ils appartenaient, mais aussi leur trajectoire personnelle et collective, les individus n'ont très souvent pas le même regard sur l'expérience soviétique, économique, politique et sociale. Pourtant, à la lumière de la théorie économique, c'est bien en valorisant les ressources organisationnelles, productives, cognitives, etc., des territoires que les systèmes productifs locaux, soit un ensemble d'acteurs productifs localisés sur un même territoire participant à des dynamiques productives similaires et ou complémentaires, peuvent accroître leur spécificité organisationnelle et favoriser leur intégration dans la division internationale du travail. Ici, une question pourrait être posée par les acteurs des territoires. Quel est le poids, ou la force, de l'héritage territorial et des spécificités culturelles sur la capacité des acteurs locaux à s'organiser pour valoriser les atouts territoriaux? Mais la question est maladroite. En effet, l'héritage territorial n'est pas figé. Penser l'héritage territorial comme un héritage culturel peut encourager certains acteurs locaux à se victimiser, face à leur héritage territorial, et à justifier la faible performance des initiatives publiques et privées en matière de développement territorial, ou à contrario à se mettre en avant afin de répondre à l'idée d'un mythe national et ou régional à préserver,
qui appelle souvent à exagérer la réalité du terrain au détriment d'une minorité ou même d'une majorité d'acteurs. Le positionnement de cet essai n'est pas de remettre en cause la compréhension de l'environnement territorial des acteurs locaux, mais d'expliquer pourquoi l'utilisation de l'argument culturel peut être mobilisée par les acteurs de la gouvernance locale. Au travers d'une perspective culturaliste, l'analyse tend vers une simplification et une hiérarchisation de systèmes organisationnels complexes, Boudon et Bourriquot, 1982. De fait, l'apport du terme de culture, d'un territoire ou d'une région et ou pays, dans le discours d'un acteur local est à recontextualiser et à nuancer. Dans cette étude, l'héritage territorial est conceptualisé comme un processus d'accumulation localisée, d'intensité variable et continue dans le temps, de connaissances organisationnelles, scientifiques, mais aussi en matière de normes, de valeurs, etc., qui appelle les acteurs territoriaux à le distinguer, à s'en s'affranchir, à le préserver. Morel, 2005, à en sélectionner des parties et à se l'approprier dans l'élaboration de leurs stratégies individuelles et collectives. À l'échelle d'un territoire, cet héritage territorial laisse des traces. Morel 2005, Gessa-Onstedt 2007, Duez 2011, dans les mémoires collectives. Certains savoir-faire, procédés, technologies, pratiques, etc. sont oubliés, peuvent être retrouvés, revalorisés, réadaptés, rejetés, etc. L'objectif ici n'est pas tant de repérer le point d'impulsion ainsi que les phénomènes d'appropriation et de rejet des acteurs territoriaux devant leur héritage territorialisé, que de comprendre les mécanismes interacteurs territoriaux qui les font émerger. À partir d'une étude menée dans les oblasts de Novosibirsk et Tomsk en Sibérie occidentale, Russie, il s'agit dans cet essai de caractériser les trajectoires territoriales de ces deux régions et d'analyser les efforts de modernisation de l'outil productif local réalisés autant de la part des acteurs du local que du gouvernement russe, mais aussi conjointement. Ces deux territoires illustrent bien l'ambition de l'État de créer des régions motrices, relayant les priorités sectorielles nationales définies par le gouvernement russe. En effet, possédant un socle productif et sectoriel ainsi qu'un réservoir de connaissances relativement proche, ces deux territoires ont été sélectionnés en 2012 par les autorités russes pour y créer des clusters territoriaux d'innovation. Cet outil conceptuel de réorganisation des dynamiques territoriales a pour objectif de valoriser le réservoir de connaissances localisées et favoriser l'émergence et ou le renforcement de systèmes territoriaux d'innovation russes. Le réservoir ciblé est souvent étroitement lié à des industries considérées comme détenant un potentiel de forte plus-value financière par les autorités publiques, mais aussi comme stratégique pour la modernisation de l'appareil productif national. L'approche en termes de cluster renvoie aux travaux universitaires de l'économiste américain Michael Porté. Optant pour une définition relativement large, Porté, 1998, parle de concentration géographique d'entreprises interdépendantes, fournisseurs de biens et de services dans des branches industrielles proches. Les firmes livrant le produit final coopèrent avec les universités et leurs concurrentes pour définir un cluster. Dans deux de ses ouvrages, The Competitive Advantage of Nations, Porté 1990 et En compétition, Porté 1998, Michael Porté insiste sur le rôle des stratégies d'entreprise dans la performance des clusters. Dans l'approche portérienne, les frontières géographiques des clusters peuvent se limiter à une ville, une localité, confère l'étude de Porté sur la filière viticole californienne, mais peuvent aussi englober une région entière, voire un pays, parfois plusieurs régions, plusieurs pays, confère les travaux de Porté sur la vallée des technologies sans fil Wireless Valley en Suède et en Finlande. Repris et adapté dans diverses politiques territoriales de différents pays, le concept de cluster n'est cependant pas totalement nouveau. En effet, depuis les années 1980, les approches et concepts théoriques des économistes évolutionnistes Nelson et Winter, 1982, accent aigu approprié pour analyser et comprendre les différentes trajectoires territoriales, ont mis en lumière l'importance des effets d'agglomération et des dynamiques d'apprentissage dans la constitution d'atouts productifs localisés. Plusieurs concepts ont ainsi été précisés, district industriel, système local productif, milieu innovateur, etc., dans l'objectif de stimuler cette pluralité d'effets d'agglomération, et les dynamiques d'apprentissage qui s'y rattachent, et renforcer le contenu des politiques publiques axées sur le développement économique des territoires.
L'importance des effets d'agglomération et des dynamiques d'apprentissage n'est pas propre aux économies de marché. Les économistes et urbanistes soviétiques, Milyutin, Kropotkin, Vesnine, etc., avaient dès les années 1920 à 30 posé les bases théoriques d'une organisation du territoire tenant compte des effets d'agglomération et d'apprentissage pour réaliser les objectifs planifiés. Dans les années 1990, les dynamiques de globalisation s'accentuent et s'accélèrent. De fait, l'ouverture progressive des frontières économiques, l'impact du progrès... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.